Ça donne l'impression qu'ils veulent s'emparer de mes affaires. D'accord. Terrible. D'accord. Et donc, je l'ai dans mon filtre anti-spam, mais je regarde et chaque titre parle de gens qui volent, quelqu'un qui est entré par effraction chez quelqu'un, ce chien m'a mordu, c'est un chien enragé qui traîne, il y a cette personne sans abri qui crie et attaque les gens encore et encore et encore. Je vis dans ce quartier. C'est comme Beyrouth ou quelque chose dans les années 80. Je peux pas sortir. Je ne regarde plus à côté. Je l'ignore. Je ne l'ouvre jamais parce que je sais qu'ils sont conçus algorithmiquement pour te le mettre devant les yeux à chaque fois afin que tu cliques dessus parce que on réagit naturellement à ce genre de choses. Rien à faire. Donc, tu dois être capable de faire taire ces choses et de regarder ce que tu peux réellement contrôler dans ta vie. Donc, j'ai cette aversion viscérale pour ce qui se passe en Ukraine. Parce que j'étais récemment en Ukraine et je sens que je m'identifie très fortement à leur lutte, tu vois. Et c'est juste, je ne peux pas, ce sentiment d'indignation, ça me rend fou à chaque fois que je lis un article à ce sujet. Je lis moins autant que possible. Je lis des choses qui sont un peu rationnelles et intelligentes, et je leur envoie de l'argent. Et, tu sais, je fais des dons autant que je peux, et je les aide pratiquement. Mais je ne me permets pas d'avoir ce genre de sentiment d'indignation tout le temps. Alors quelqu'un doit écrire un livre, quelqu'un doit nous instruire sur ce qu'il faut ignorer et sur quoi il faut vraiment prêter attention. Donc il y a des choses que tu peux contrôler, des injustices qui existent et que tu pourrais contrôler en votant, en rassemblant un mouvement, en s'attaquant au changement climatique, pas en essayant de recycler chaque petite chose chez toi, mais en faisant réellement quelque chose de beaucoup plus macro dans le monde. Tu sais rejoindre une cause. Il y a des choses que tu peux faire, et c'est positif, c'est une façon de canaliser ce genre d'énergie sombre en toi pour un but positif. Mais c'est totalement perturbant, et ça te distrait complètement, ça te rend faible, et ça t'épuise de tomber dans ces terriers de lapin et de te laisser y tomber. Donc, tu dois apprendre l'art de ce qu'il faut ignorer et de ce qu'il ne faut pas prendre en compte, et comprendre que tu es programmé pour voir ce genre d'alerte rouge. Des boutons sur Facebook ou sur Nextdoor ou peu importe où ils se trouvent. Et c'est négatif. C'est comme une montée de sucre et il faut l'éviter. Et ça nous éloigne de notre but que nous avons chacun. Je veux dire, je pense que c'est l'aspect le plus nuisible pour moi. À moins que ton but ne soit d'organiser et d'être un activiste. Les gens me demandent, j'ai écrit sur le côté obscur de la nature humaine. Nous l'avons tous, on a tous un côté sombre, on cache tous une agressivité. Nous avons tous l'envie. Nous avons tous des sentiments de grandeur. Tous, on a des pulsions. Gère ça, canalise-le en positif et prosocial. Mets ça dans ton œuvre, libère colère et indignation dans un truc auquel les gens s'identifient. Organisant quelque chose. Cela pourrait être ton but dans la vie et en fait faire quelque chose de positif. Donc, c'est la seule façon d'utiliser cette énergie pour un but de vie. Tu as discuté récemment un peu sur certaines de tes chaînes à propos des rôles masculins et féminins, disons, et des crises de la danse masculine et féminine, ainsi que de la crise de la masculinité en soi et de la crise de la féminité en soi. Est-ce que tu voudrais développer un peu là-dessus? Je pense que nous pourrions probablement prendre 3 ou 4 heures pour explorer tout cela en profondeur. Mais j'ai été frappé par certaines des choses que tu as dites, parce que je suis complètement d'accord que, tout comme nous ne recevons pas de carte routière quand nous arrivons dans le monde pour trouver notre but, je pense qu'il y a aussi une carte routière très conflictuelle qui est mise devant nous. Et en effet, plusieurs cartes routières conflictuelles sur ce que cela signifie d'être masculin ou féminin, ou une certaine combinaison des deux, ce qui, bien sûr, est le cas pour tout le monde. Une certaine combinaison des deux, mais à des degrés variés. Eh bien, ouais. Donc, les hommes ont un côté féminin en eux qui, si tu essaies de le réprimer, ressortira d'une autre manière. Et les femmes ont un côté masculin en elles. Je pense que Jung a très bien décrit cela avec l'anima et l'animus, ce qui me semble extrêmement réel. C'est des temps très, très confus pour les hommes et les femmes en ce moment. Nous ne savons pas les rôles. Tout est tellement fluide. C'est très dur, surtout jeune.
Donc les jeunes femmes ont cette idée que tout devrait être égal et que les femmes devraient avoir. Bien sûr, c'est vrai, même salaire, même opportunité de carrière, aucun préjugé ni harcèlement. Mais en même temps, sur les réseaux sociaux, il s'agit de paraître parfait. L'apparence compte beaucoup. Si t'es pas beau, t'es en galère. Beaucoup de jeunes filles sont perdues. Signaux confus, non. Et les garçons se retrouvent même dans une situation peut-être encore pire où être masculin est perçu comme quelque chose de négatif. Donc, nous n'avons plus d'idéaux qui définissent ce qu'est une bonne forme positive de féminité et une bonne forme positive de masculinité. En fait, on pense même qu'il ne devrait rien y avoir de tout ça. Il n'y a pas de masculin ou féminin. C'est très, très déroutant. Et donc, tu sais, je pense à des traits masculins que je trouve très positifs, qui devraient être présents pour contrer un peu la séduction d'Andrew Tate dans laquelle beaucoup de jeunes hommes tombent. Et c'est une sorte de force intérieure où tu es un peu maître de tes émotions. Tu n'es pas invulnérable, etc., etc. Mais tu peux accepter la critique, tu peux connaître des moments d'échec et tu te relèveras, mais tu as une sorte de résilience intérieure. Et une sorte de force intérieure, une sorte de calme tranquille qui, je pense, était autrefois exemplifié par des icônes du cinéma comme un type à la Gary Cooper, non? Et ce genre de sentiment de calme intérieur où tu n'es pas hystérique, tu ne te fâches pas pour tout ce qui se passe, où tu as une sorte de force intérieure et de confiance, et tu peux supporter un peu ce dont Ryan Holiday parle beaucoup avec le stoïcisme. Tu peux supporter toutes les épreuves de la vie, mais avoir cette citadelle en vous est une forme de masculinité très très puissante, contrairement à l'idée que tout tourne autour de coucher avec beaucoup de femmes, d'avoir des voitures très rapides, vous savez, d'être abusif et d'être un tyran, etc., etc. Ce sont des signes de faiblesse et d'insécurité. Et être masculin devrait être un sentiment de sécurité, de confiance intérieure et de force intérieure, n'est-ce pas? C'est ce que nous devrions vénérer dans notre culture et nous devrions avoir des icônes comme ça, d'accord? Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les hommes qui ne sont pas masculins ou qui possèdent davantage de vertus féminines. Rôle pour ça. Et tu sais, on voit beaucoup de ça dans toutes sortes d'arènes de la vie. Et puis, il devrait y avoir un modèle positif pour les femmes, tu sais, où au lieu que leur apparence soit jugée par leur apparence et qu'elles doivent se conformer aux idéaux de ce qui est sexy ou pas, il s'agit de être incroyablement puissant et compétent, avoir de l'expertise et réussir vraiment dans ta carrière, au lieu d'être continuellement jugé par ton apparence, ce qui est très dommageable. Donc, ce sont des temps terribles. Je veux dire, je me sens chanceux d'avoir grandi à une époque où il y avait ce genre de modèle pour me guider. Et je pense à mon père, qui était un homme très calme. Et c'était juste un vendeur de la classe moyenne. C'est essentiellement ce qu'il était. Il a juste vendu toute sa vie. Il a vendu des fournitures chimiques pour une entreprise. Mais il était très digne, il traitait bien les gens, calme et silencieux. Mais il était aussi très empathique. C'était mon modèle pour ce que je pense être une bonne énergie masculine. Je pense que beaucoup n'ont pas ça et sont perdus. Et je ne sais pas la réponse. Je ne peux pas créer ça comme ça, mais j'aimerais bien. Eh bien, de nos jours, il y a certainement beaucoup plus, disons, d'exemples et d'options de qualités masculines et féminines à observer grâce aux réseaux sociaux et à Internet. Et comme tu l'as souligné auparavant, une caractéristique clé pour devenir un être humain fonctionnel, surtout de nos jours, est d'apprendre ce qu'il faut ignorer. Il y a une idée intéressante dans les cercles autour de la nutrition et de la santé selon laquelle, jamais auparavant dans l'histoire humaine, les êtres humains n'ont pu accéder à une si grande variété d'aliments différents de ceux que mangèrent leurs ancêtres. Et je ne parle même pas des ancêtres anciens. Je veux dire, si tu as grandi dans la région de la baie, comme moi dans les années 1970 et 80, il y avait quelques restaurants ethniques, mais on mangeait les mêmes, tu sais, 15 ou 20 plats encore et encore. Et puis finalement, ça a explosé
en des dizaines d'options et plus des plats fusion et toutes sortes de choses. Et donc, il y a cette idée dans les communautés de nutrition que nous ne sommes pas programmés pour penser et discerner autant d'options alimentaires différentes que ça. Goûter tant de saveurs distinctes, alors qu'avant, les gens d'une région mangeaient selon la saison, etc., etc. Dans un registre similaire, nous sommes maintenant, et les enfants aussi, submergés par un nombre d'options différentes pour s'exprimer, tant en ce qui concerne la masculinité que la féminité, mais de manière générale. Et donc, la question est alors comment choisir, n'est-ce pas? Comment décide-t-on ce qui est ce qui? Fonctionnel, ce qui fonctionne, ce qui est le mieux, ce qui est de moi, n'est-ce pas? Tout le monde se dit « Qui suis-je, hein ?» Tous les ados, je trouve ça fascinant, se demandent « Qui suis-je ?» Les adultes ne se demandent pas ça, mais « Qui suis-je ?» Je me demande. D'accord, bien. Je devrais me le demander souvent. Mais je pense qu'on a clairement franchi un cap avec ces choses-là. Je ne pense pas que nous soyons encore au point où nous nous dirigeons vers le bord de la confusion. Je pense que les jeunes sont vraiment confus parce qu'au moment où l'on assume un ensemble clair et, disons, équilibré d'attributs masculins et féminins, ou peut-être qu'on penche un peu plus vers le masculin ou un peu plus vers le féminin, c'est comme s'il y avait 1 million d'exemples qui te disent que c'est faux. Je sais. Et puis parfois, il a tendance à s'accrocher à « Eh bien non, j'ai raison parce que c'est qui je suis ». Et puis tout d'un coup, c'est dans une bataille plus grande. Alors, tu sais, Gary Cooper est génial, j'adore ses films. Comme nous avons maintenant 1 million de variations sur Gary Cooper, qui ne ressemblent en rien au Gary Cooper dont tu et moi parlons. Et beaucoup de gens ne sauront même pas de qui nous parlons. Je sais qu'ils ne le sauront pas. D'accord, mais je sais que je suis un dinosaure. Mais ça illustre le propos. Non, ce n'est pas que tu es un dinosaure, mais qu'il n'existe pas un idéal masculin ou féminin unique, ou même un ensemble d'idéaux. Donc, choisir des modèles à suivre est quelque chose que j'ai vraiment intégré de ton livre, Maîtrise. Ouais. Tu sais, il y a eu beaucoup d'années solitaires pour moi, et je ne vais pas entrer dans les histoires de me demander comme « qu'est-ce que je vais faire ?» Tu sais, j'ai 13 ans, ma maison était complètement détruite, aucune ressemblance avec la réalité d'avant. Tu sais, qui sont les hommes dans ma vie vers qui je vais m'orienter? Et heureusement pour moi, je me suis assigné des mentors, qu'ils le sachent ou non. Ouais. Ça m'a vraiment aidé, et je les ai changés, comme tu le recommandes. Il n'y en avait pas. J'ai compris qu'il y avait rupture, intégration, combinant et liant des choses. Je crois que c'est nécessaire. Ça ne doit pas être Gary Cooper à 100%. Ça peut être 10% Robert Greene, 10% quelqu'un d'autre, 5% ceci, et créer une sorte de graphique circulaire de qui l'on souhaite être dans un contexte donné. Travail requis. Ça demande un peu de travail et de discernement, mais mon Dieu, c'est puissant. Le mérite te revient vraiment, tu sais, tu as été un mentor pour moi. Tu ne t'en rendais même pas compte en forgeant et organisant l'info. D'autres. Mais c'est à la maîtrise que j'ai appris à faire ça. Et ce n'est pas un podcast. C'est une présentation de vente pour la maîtrise, mais bon sang, ça m'a vraiment appris, d'accord, j'ai un conseiller diplômé. Elle était merveilleuse et brillante, mais elle ne savait pas comment m'expliquer beaucoup de choses. Donc je trouverai quelqu'un d'autre pour ça, et quelqu'un d'autre pour l'autre chose, et quelqu'un d'autre pour l'autre chose, et ensemble créer un patchwork de mentors vraiment excellents qui avaient beaucoup de sens pour moi. Ouais. Je pense donc qu'il y a un rôle pour ce processus que tu décris dans la maîtrise, dans le contexte plus large de qui devenir en tant que personne, et cela inclut les idéaux masculins et féminins. Ouais, et c'est un processus continu tout au long de ta vie. Alors, sur qui tu t'es accroché quand tu avais 14 ou 15 ans, ça va changer quand tu auras 19 ans. J'ai eu une série de personnes comme celle dont tu parles. Prof d'anglais au lycée qui m'a marqué, qui m'a appris en gros à écrire. J'ai intériorisé sa voix. Quand je suis allé à Berkeley, j'avais un professeur là-bas qui est devenu une sorte de père de substitution pour moi à Berkeley, que j'admirais profondément pour son niveau de savoir. Il est devenu un modèle intellectuel. Plus tard, quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai rencontré Just Elfers, un emballeur qui comprenait le métier, etc. Il m'a un peu sauvé. Il a été un peu mon mentor pour la prochaine étape de ma vie. Alors, encore et encore, j'ai trouvé des gens, mais ils ont des qualités qu'ils admirent. Pas parfait. Tout le monde est nul. Et donc, à un moment donné, peut-être que tu vois trop de défauts. Tu pars, j'ai besoin de 9. Rien de mal à ça. Ce n'est pas comme si tu violais des codes ou que tu leur faisais du mal. Tu passes à quelqu'un d'autre. Mais le fait de trouver des personnes dont les qualités t'inspirent, on n'apprend pas des gens simplement en suivant leurs idées.
On capte leur énergie, leur esprit. Non, tu l'as pas. Tu prends pas forcément mon énergie en lisant le maître, mais peut-être que si, je sais pas. Mais quand tu interagis avec ce professeur à Stanford, ou peu importe, ce n'est pas seulement verbalement, il y a une sorte de communication non verbale qui se passe. Tu internalises certaines des qualités positives que tu as vues en eux et tu trouves cette série de mentors. Parce que j'appelle ça des parents de substitution. Choisir ni père ni mère. Mais tu peux choisir ces idéaux pour toi, tu peux choisir ces mentors dans ta vie. Tu peux un peu réécrire l'histoire de ta famille et trouver cette figure paternelle que tu n'as jamais eue en t'accrochant à cette personne. Mais il faut que ce soit la bonne personne. Ça doit être quelqu'un avec qui tu te connectes émotionnellement et intellectuellement et qui a les qualités positives que tu souhaites pour toi-même. Eh bien, je vais peut-être te gêner en disant que depuis ma première année à la fac, c'est là que j'ai changé Depuis ma première année à l'université, quand j'ai vraiment changé ma vie académique et personnelle, j'ai gardé un carnet avec des noms de gens que j'admire et que j'essaye d'imiter d'une façon, pas en tout, c'est sûr. Et certains noms ont été rayés, mais la plupart ont survécu. Et certainement, après avoir lu Maîtrise, ton nom a fait partie de cette liste. Je ne suis pas barré, j'espère. Pas du tout. Pas du tout. Et en lisant Maîtrise, il y avait d'autres noms. J'ai eu le grand malheur d'avoir tous mes 3 conseillers académiques mourir de suicide, de cancer, ce qui semble tragique. La blague dans mon domaine, c'est que vous ne voulez pas que je travaille pour vous, c'est ce que tout le monde dit. Mais en étant essentiellement orphelin scientifiquement, ouais, parce qu'il y a une forte relation mentor-mentoré en sciences et une progression dans la carrière, cela m'a forcé à aller chercher d'autres personnes et aussi à apprendre à me materniser et paterniser dans le contexte professionnel, et j'ai reçu beaucoup d'aide, mais je ne peux pas assez insister sur la valeur de cette pratique. Et donc, quand on regarde le paysage des options de médias sociaux, je veux dire, ce sont littéralement juste des options de personnes à, vous savez, on appelle ça suivre, mais vous savez, ça devrait probablement s'appeler autrement, parce que suivre, vous savez, ne suffit pas à imiter ou à tenter d'imiter. Mais dans les idéaux masculins et féminins, c'est crucial. Mais le buffet est énorme, non? Je veux dire, tu as toutes les cuisines sur la table. Et nous ne sommes pas câblés pour cela, et je sais personnellement que je deviens très agité et contrarié si je vais au marché et que je dois choisir entre 30 articles et que je n'ai aucune idée de ce que je veux. Cela me rend vraiment grincheux et contrarié, alors que si je sais, d'accord, je ne peux pas avoir cette nourriture, je ne peux pas avoir cela, je cherche seulement ceci, d'accord, c'est facile, cela ne prend pas 2 heures à me faire perdre mon temps. Trop de choix est très préjudiciable à l'être humain, je pense. Nous revenons donc à ce que j'ai dit. Quand tu as ce sens de l'objectif dans ta vie, sur ce qui est important, ça n'infecte pas seulement ta carrière, mais ça infecte tout ce que tu fais. Donc tu sais, manger cette nourriture va me vider de l'énergie dont j'ai besoin pour créer cette chose qui compte tant pour moi. Et l'énergie et sentir mon cerveau actif et vivant, c'est valeur cruciale. D'accord, je ne mange pas tout ce sucre, c'est mauvais, non? Je ne vais pas m'indigner de ça sur Internet. C'est une perte de temps. Je ne peux rien y faire. C'est juste en train de se nourrir de mon, j'oublie la partie du cerveau qui est comme l'amygdale ou quoi que ce soit, non? Donc non, je ne veux pas y aller, d'accord? Et encore et encore et encore, toutes ces choses sur les réseaux sociaux, certaines sont bonnes, certaines sont intéressantes. Je peux suivre les podcasts d'Andrew Huberman et j'apprécie ça, j'en apprends beaucoup. Certains podcasts sont inutiles. Ils m'aident pas du tout. Donc, ça te donne ce genre de filtre et ce radar pour éliminer ces centaines de choix différents qui nous rendent complètement fous. Et je sais que peut-être je suis en partie, peut-être un peu, je ne sais pas, j'ai du mal à le dire, peut-être que je suis en partie sur le spectre ou quelque chose comme ça, mais je ne supporte pas trop de choix. Ça me rend complètement fou. Alors je dois toujours canaliser mon énergie dans quelque chose, dans des choses qui sont productives. Et avoir un sens de ton but, quand tu l'as découvert dans la vingtaine, te donne, espérons-le, cette capacité de dire « ce sont les modèles positifs que je veux dans ma vie. Ce sont les mentors. » Et le truc avec le fait de suivre des gens, sur les réseaux sociaux, c'est si facile. C'est juste un clic, ça ne signifie rien.
Une relation de mentorat demande du travail, ça demande du courage, parce que tu dois vraiment aller vers quelqu'un et lui demander physiquement de l'aide. Beaucoup de gens m'écrivent en disant qu'ils ont peur de demander à cette personne importante et puissante d'être leur mentor. Donc cela implique un sens du courage social où tu dois littéralement interagir avec un autre être humain que tu admires et que tu trouves puissant. Donc c'est construire tes compétences sociales, etc. Développer une compétence. Tu ne peux pas juste suivre, tu ne peux pas juste regarder. Tu dois interagir avec eux et tu dois surmonter certaines de tes peurs et de tes angoisses dans le processus. Et je pourrais ajouter à cela, je pense que tout ce que tu as dit est absolument vrai. Et je pense que s'engager dans les différents outils qu'il recommande est extrêmement utile. Je pense que parler d'un livre est super. Lire un livre, c'est mieux. Penser livre, c'est que tu lis est même mieux que ça. Et puis, noter tes propres idées et écrire un livre, eh bien, c'est le gros gain, non? Et c'est ce que le monde, je crois que c'est ce que l'univers attend de nous. Pas forcément écrire un livre, mais traduire mes propos dans divers projets. Tu veux pouvoir penser par toi-même, non? Donc, tu ne fais pas que absorber des idées des autres et les imiter un peu en apprenant juste les extérieurs de leurs idées. Tu veux en quelque sorte les digérer et ensuite les laisser devenir lentement tes propres idées en interagissant avec elles et en les passant à travers ton propre prisme. Alors un jour, c'est un livre qui bouillonne en moi, c'est l'art de penser et comment utiliser ce genre de processus et aller plus en profondeur. Et j'en ai beaucoup parlé dans l'un de mes podcasts qui pourrait être la graine d'un livre, mais c'est la différence entre la pensée morte et la pensée vivante. Idée vivante ou morte. Et une idée vivante est quelque chose qui entre dans ton cerveau par une source externe, un philosophe, un article, quelqu'un que tu admires, quelqu'un que tu détestes, et ensuite tu l'absorbes et tu y penses, et tu décides, je vais la transformer en ça, et je vais la rendre vivante et en faire quelque chose qui fait partie de moi. Une autre partie d'une idée vivante est... Tu as une idée qui te vient à propos d'un livre ou d'un projet ou de quelque chose sur le monde, et tu te dis peut-être que ce n'est pas vraiment vrai, peut-être que l'opposé est vrai, et tu traverses un processus, et tu cycles à travers ça encore, et tu réfléchis à ça, et tu affines cette idée, et peut-être qu'elle se transforme en son opposé, et à travers le processus de réflexion, de correction et de révision, tu la transformes en quelque chose de vivant en toi, encore et encore et encore. Et ce qui empêche les gens de passer par ce processus, qui serait le sujet de mon livre, c'est essentiellement l'anxiété. Parce que je pense que la façon dont tu gères l'anxiété est la qualité la plus importante dans la vie. Cela déterminera si tu réussiras, si tu trouveras ta voie professionnelle ou si tu ne pourras pas. Je ne sais pas si tu peux suivre cette idée du tout. Mais l'anxiété est un signal pour toi que tu ne comprends pas quelque chose, qu'il y a un problème là-dehors qui tu ne peux pas résoudre. Et donc, ce qui arrive à la plupart des gens quand tu es insécure, c'est que tu t'accroches à quelque chose d'instantané et facile pour te débarrasser de ton sentiment d'anxiété. Je comprends pas. Oh, c'est A. A doit être la réponse parce que cette personne a dit ça, non? Et donc tu ne développes pas la capacité de penser. Tu ne développes pas la capacité d'aller plus haut. Mais si tu prends cette anxiété et que tu te dis, d'accord, peut-être A, réponse. Et tu commences par A et puis tu te dis, non, A n'est peut-être pas la réponse. Peut-être B, c'est la clé. Tu surmontes ton anxiété et vas plus loin. Tu ne te précipites pas pour la première réponse disponible, n'est-ce pas? Passe par un processus de perfectionnement. Et donc, dans ta carrière, si tu es anxieux pour le succès, si tu es anxieux pour l'argent, tu vas faire les mauvais choix. Mais si tu es capable de gérer cette anxiété et de dire « peut-être que je dois réfléchir plus profondément à ma direction, je dois trouver d'autres alternatives », alors tu feras un bien meilleur choix. Donc si tu es une personne créative, c'est très très difficile d'avoir cette feuille blanche devant toi, ce livre que tu n'as pas écrit, ce film ou peu importe. Tu es rempli de beaucoup d'anxiété et tu dois faire avec. Si tu peux le rendre créatif et productif, de grandes choses arriveront. Chef-d'œuvre tu vas créer. Alors, gérer l'anxiété et résister à la gratification instantanée est, pour moi, un signe de créativité.
contrairement à ceux qui recyclent les vieilles idées. Amen à ça. On m'a dit un jour que l'anxiété nous rend tous comme des enfants, et pas dans le sens positif d'être enfantin. Cela nous fait régresser dans un mode où nous ressentons un manque total de contrôle. Et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut apprendre à gérer l'anxiété et à danser avec, puisque nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Non. Peut-être pas, non, parce que c'est un signal, comme tu dis, qu'on ne comprend pas quelque chose, qu'il y a de quoi être curieux, quelque chose dehors ou les deux. Je pense que ça résonne vraiment. Et je pense que beaucoup de gens vont en bénéficier en entendant ça, parce que je pense qu'on entend le mot flux et tout le monde imagine. Je me surprends même à imaginer que, tu sais, quand Robert Greene s'assoit pour écrire, c'est comme s'il y avait une feuille blanche et puis il médite un peu et puis bam, sortent ses livres. Mais moi, tu sais, si je deviens réaliste une seconde, je suis sûr qu'il y a beaucoup de tourments intérieurs et d'anxiété. Oh Dieu, t'as pas idée. Donc, mon processus est 95% de douleur et peut-être 2,5% d'extase. Et je ne sais pas ce que les 2,5% restants pourraient être, mais donc j'écris une histoire, parce que dans mon nouveau livre, et la plupart de mes livres, je commence toujours par une histoire de l'histoire, etc. Et c'est tellement mauvais. Je ne crois pas comme c'est nul, plat, ça craint. Je suis gêné, je me hais. Je creuse et change les mots. Je commence à l'améliorer un peu. La deuxième version, c'est un peu acceptable, mais ça reste nul. Laisser sortir, ce serait gênant. Je travaille, c'est angoissant, tu sais, et ma femme peut te le dire, je suis un être misérable quand ça arrive. Tout me semble noir à ce moment-là. Et je persévère. Donc, si je cédais à mon anxiété, comme beaucoup d'écrivains, je sortirais cette deuxième version, pas très bonne, pas très solide. Ce n'est pas réfléchi. Parce que mes idées, quand je les regarde la première fois, je me dis, ce n'est pas réel. Ce n'est pas vraiment ce qui se passe ici, Robert. Raté. Tu veux toucher à ce qui est vraiment réel dans cette histoire. Donc tu dois aller toujours plus profond et plus fort. Je ne lâche pas et dis, voilà le chapitre. Je me dis, ça doit être mieux. Ça doit être mieux. Jusqu'à ce qu'enfin, après 2 mois de lutte, il semble que ça soit arrivé à l'endroit où je veux que ça soit. Non. J'utilise l'anxiété pour m'améliorer et avancer. Et quand j'y arrive et que l'histoire est bonne, je la fais lire à ma femme, puis à mon éditeur. Je me sens super. J'ai ce moment de joie à 2%. Mais ça a traversé toute cette anxiété. Mais je peux te dire que le sentiment d'accomplissement quand je termine un chapitre est vraiment génial. Quand je termine un livre, c'est mieux que n'importe quelle expérience de drogue que quiconque pourrait avoir. C'est un sentiment d'accomplissement tellement merveilleux et dépasser toutes les barrières, tu sais. Donc, mon processus implique beaucoup d'anxiété et de gestion. J'en parle et je veux écrire un livre. Merci de partager. J'essaie d'écrire un livre et cela fait plusieurs années et maintenant je me sens un peu mieux. Mais clairement, je dois me concentrer davantage. Mais dans d'autres domaines de la vie, je connais l'expérience de tonnes d'anxiété et juste, tu sais, bon, je vais juste atteindre cette étape et ensuite je vais comprendre la prochaine étape. Mais même ce processus de dire, bon, je vais décomposer ça en étapes est en soi source d'anxiété. C'est juste ça, mais à un moment donné, ça génère suffisamment d'inertie pour que tu avances un peu dans le processus et que tu continues. Donc, essayez de ne pas se blesser trop. Beaucoup en profiteront. Ils en profiteront. Parlant d'anxiété. Vous avez un extrait sur Internet dont nous fournirons le lien dans les notes de l'émission, qui, je pense, est absolument fabuleux sur la façon de trouver un partenaire romantique et ou d'obtenir plus d'un partenariat romantique existant. Rappelle-moi ce que j'ai dit. Oh, c'est tellement bon. Un point en particulier dont je me souviens que je pense être tellement vrai, c'est qu'il doit y avoir au moins un et probablement plusieurs points de véritable convergence en termes d'intérêt ou de goût qui vont au-delà de ce que quelqu'un aime comme nourriture ou tu sais quel type de maison il veut habiter, mais qui remonte en fait à ses premières formes de délices. Et tu as mentionné que pour toi, et donc présumément pour ton partenaire, que tu sais un amour et un respect mutuel pour les animaux,
se trouve être l'une de ces choses dans le contexte de votre relation? N'est-ce pas que notre amour pour les animaux soit requis? Pour moi, c'est sûr que ça l'est. Exactement, je ne pourrais jamais sortir avec une femme qui n'aime pas les animaux. Ma sœur avait l'habitude de me taquiner que si une femme me donnait une carte d'anniversaire ou une carte qui avait un dessin d'un animal particulier que j'aime particulièrement. Ma sœur, j'ai une sœur aînée et elle disait « Oh non, c'est fini. Il est parti. » Heureusement, c'est pas si simple. Il y a du vrai dans ce qu'elle disait. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Mais peut-être pourrais-tu élaborer un peu sur cette notion d'intérêt convergent?